C'est bon. What else? Effectivement, le café, ça a quand même de bons points positifs. Mais c'est aussi un aliment qui est assez controversé. Il y en a qui peuvent absolument pas s'en passer le matin, quitte à être de très mauvaise humeur. On peut se poser la question, comment c'est possible? Parce que le café a des propriétés chimiques qui rentrent carrément dans la barrière hémato-encéphalique, donc pas rien, et qui peut changer carrément la sécrétion de nos neuromédiateurs et neurotransmetteurs, et donc ça modifie nos émotions, notre personnalité à un instant T. C'est aussi incroyable que ça peut faire flipper sur le papier. Alors le café est-il bon pour la santé? C'est ce qu'on va voir dessus. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo nutrition, et cette fois-ci, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, j'accompagne les personnes sur la santé physique et mentale en nutrition, sport, évidemment développement personnel, mais aussi la gestion des écrans. Évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus, bienvenue sur deviensunemachine.fr, les liens dans la description. Le café, évidemment, c'est un aliment que l'on consomme beaucoup d'ailleurs en France, et on se pose toujours la question, est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce que c'est plutôt négatif? Eh ben, nous allons essayer de nous pencher sur différentes études. Alors, je vais pas vous afficher les études, ce seront les liens encore dans la description, et puis surtout, on va essayer de donner uniquement les conclusions, je vous laisserai rechercher pour ceux qui sont curieux. Pour l'instant, les études américaines et européennes s'interrogent sur les effets, et ils ont déjà évidemment trouvé des choses. La science évolue, donc ce qu'on dit aujourd'hui peut évidemment changer à un autre jour, mais pour l'instant, les études s'accordent sur le fait que les effets positifs du fait du boire de café, ou en tout cas de la caféine, c'est en gros une courbe en U. Donc en gros, là, ici, vous avez en gros un risque relatif élevé de maladies potentielles, ou de bénéfices, ou de manque de bénéfices sur la santé. Puis plus vous buvez du café aux alentours de 1 à 2 tasses par jour, voire jusqu'à peu près 4 tasses, vous avez des très bons bénéfices. Puis au-delà, malheureusement, les bénéfices s'évaporent au détriment justement de problématiques sur la santé. Donc, si on trace une courbe en gros sur les risques relatifs, ça donne un U. D'accord ? En sachant qu'on parle de café filtre sur ces études, et que 4 tasses de café filtre est égal à 6 expressos à peu près. Pour que vous puissiez voir à peu près, ce qui compte, c'est le nombre de milligrammes de caféine que vous ingérez. Concernant les études, on a l'étude de la CAFCA en 2021 qui a pour but d'évaluer l'effet de la caféine sur les fonctions cognitives de patients atteints de forme débutante ou modérée d'une maladie neurodégénérative telle qu'Alzheimer. Les équipes de David Bloom au centre de recherche de Lille et d'Anne-Laurence Boutillier au laboratoire de neurosciences Strasbourg ont décidé de s'attaquer à cette question en étudiant les effets d'une consommation chronique chez la souris, donc il y a forcément eu 2 groupes entre ceux qui ont consommé et ceux qui n'ont pas consommé. On retrouve des traces à long terme sur l'épigénétique. Et on retrouve des traces moléculaires au niveau justement de l'hippocampe. L'hippocampe est au milieu du cerveau, au niveau système limbique, et l'hippocampe gère la mémoire. Et donc on retrouve des traces moléculaires là-dessus. L'épigénétique, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que c'est l'expression de nos gènes. Donc en gros, c'est la capacité de nos gènes à exprimer différentes choses. Et ça, on peut le changer. Il y a évidemment des phénomènes génétiques qu'on acquiert à la naissance et qu'on ne peut pas changer, mais l'expression des gènes peuvent changer en fonction de notre environnement. Bon, ça, je l'explique dans certains de mes contenus payants, notamment dans mes formations. Vous pouvez toujours regarder sur deviensunemachine.fr. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour l'apprentissage et le fait que le cerveau puisse changer avec la... Comme attendu lors d'une tâche d'apprentissage, l'activité transcriptionnelle qui reflète le niveau d'expression des gènes augmente dans l'hippocampe. C'est normal puisque cette structure est mobilisée pour mémoriser cette tâche. Mais nous constatons que cette augmentation est beaucoup plus forte chez les animaux qui consomment de la caféine régulièrement. En regardant de plus près les voies métaboliques réduites par la caféine dans les cellules gliales,
lorsque les animaux sous ton repos sont finalement activés en cas d'apprentissage. Et celles activées dans les neurones le sont encore plus fortement. Ces données suggèrent que la caféine agit comme un facilitateur de réponse de l'hippocampe à une tâche mnésique grâce à une action concertée au niveau des cellules neuronales et non neuronales. C'est beaucoup de blabla, mais pour essayer de vous la faire, on va dire, courte, ça induit du coup une plus grande plasticité neuronale, et donc vous avez des cellules neuronales et non neuronales dans l'hippocampe qui sont plus actives, ce qui permet aussi d'être très intéressant pour l'apprentissage et la mémoire. Ça peut venir du fait aussi que nous soyons beaucoup plus concentrés avec la caféine. Autre fait assez intéressant, c'est concernant les maladies, où des scientifiques américains donc, ont fait une étude sur l'enquête nationale de la santé et de la nutrition en 1999 et 2018. Cette étude de longue durée suit un échantillon représentatif de la population américaine, environ 46 000 adultes âgés de 20 ans et plus, et nous avons remarqué que ça réduisait de 16% la mortalité. Alors ce qu'on peut observer, c'est que ça réduit le cancer, parce que le café possède pas mal d'antioxydants comme les polyphénols. On a des risques de Parkinson, du coup, avec l'activité neuronale, mais aussi des maladies cardiovasculaires en baisse, la goutte et le diabète de type 2. Nous pouvons aussi, ceux qui ont souvent des migraines, observer que la caféine réduit les migraines. Le café consommé dans des proportions acceptables ont une incidence sur le niveau de risque d'avoir certaines maladies. Qu'est-ce que fait encore le café en plus de diminuer la mortalité, certaines maladies, améliorer notre mémoire? Eh bien, il participe à la synthèse, en tout cas, de l'adrénaline, du cortisol ainsi que de la dopamine. Donc il agit un peu comme un espèce de puissant psychotrope, si vous voulez. Et donc, vu qu'on a plus de cortisol, plus d'adrénaline, qui sont deux hormones de stress au passage, cortisol qui nous permet aussi de nous lever le matin, et la dopamine, qui est donc dans tout ce qui est la motivation, l'énergie, ainsi que la récompense, bah, ça change effectivement notre comportement. On devient beaucoup plus concentré, on est plus efficace dans nos tâches, et on est évidemment plus stressé, ça peut arriver, mais quand on est un peu en dedans, ça peut aussi nous mettre des gros coups de boost. La caféine a cette capacité de rentrer dans la barrière hémato-encéphalique. Ça bloque l'adénosine, et ça, c'est super important parce que l'adénosine, vous pouvez l'interpréter un peu comme quelque chose qui s'accumule dans le cerveau pour signifier qu'au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Alors ça n'empêche pas cette sécrétion-là, mais par contre ça bloque les récepteurs, ce qui permet tout simplement de ne plus ressentir la fatigue, et c'est pour ça que ça nous met aussi un coup de fouet. Ce coup de fouet est d'autant plus augmenté si vous preniez du café avec du sucre. Mais là, pour le coup, attention, parce que le sucre est fini par être très mauvais pour la santé, et ça décuple l'addiction. Rappelle tout de même un principe très important, qui est que l'adrénaline et le cortisol restent quand même des hormones de stress, et ce qui fait que si vous buvez du café un petit peu stressé, vous pouvez augmenter évidemment les symptômes du stress, l'irritabilité, la tachycardie, la pression artérielle, etc. Donc, quand vous êtes stressé, attention tout de même. Et oui, boire du café n'a pas que des points positifs. Alors évidemment, si vous buvez du café de manière à en abuser, vous pouvez développer des maladies comme le cafisme. Évidemment, bon, là on parle d'une intoxication à la caféine, mais pour ça il faut en boire, 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 et boire vraiment du café. Pour en arriver là, il faut vraiment être complètement accro, au point de ne plus pouvoir tout simplement s'en passer. Mais avant d'en arriver là, vous aurez quand même d'autres petits problèmes. On pourrait commencer par l'ostéoporose. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez avoir, avec le métabolisme de la caféine, avoir des difficultés ou des compétitions entre les minéraux, notamment concernant le calcium et le potassium, pouvant de facto faire diminuer l'absorption du calcium, et donc diminuer la densité osseuse. Donc ça, c'est possible quand on boit énormément de café. N'oublions pas non plus que le café est extrêmement diurétique, donc ça peut aussi causer des problèmes
d'hydratation. Ça peut poser un problème si vous avez des problèmes dentaires, mais c'est vrai que ça fragilise un petit peu l'émail et ça peut même tacher les dents. Alors c'est pas extrêmement grave, mais ça peut être relativement inesthétique. Et puis ça peut causer des sensibilités dentaires, car le café, bah, c'est quand même acide, ne l'oublions pas. Si vous buvez du café, évidemment avec du lait, je peux vous garantir que votre système digestif ne va pas trop apprécier, d'autant plus si vous êtes intolérant au lactose. Donc ça peut créer évidemment des remontées acides, parce que pourquoi? Le café et le lait causent des reflux, surtout si vous êtes sujet à ça. Donc c'est pas spécialement le meilleur mélange à faire. Et puis vous pourriez aussi avoir un changement du transit. Ah et puis sucre et index glycémique qui pourrait être assez élevé si vous buvez cette boisson en dehors des repas. Et ça peut donc du coup faire des petits crashs énergétiques parce que évidemment le lait a un index glycémique qui est quand même pas si bas que ça. Bon, l'acidose, on l'a dit pourquoi. Hein, l'acidité peut évidemment créer des inflammations dans le corps. Hypertension et tachycardie, si vous êtes sous hypotenseur, quand même, veuillez parler à votre médecin concernant la dose de caféine, car évidemment, bah, ça va aller en l'encontre et ça va interagir. Et puis si vous êtes sujet aussi aux tachycardies, faites attention parce que bah, le café temporairement augmente le rythme cardiaque. Donc faites attention et si vous êtes stressé, ben, encore une fois, je le répète, ça va décupler les problématiques de stress. L'acidité gastrique, alors là, on va pas parler du lait, mais juste le café tout seul, eh ben effectivement, ça peut créer des reflux. Des études scientifiques le confirment. Alors, bon, je pourrais vous raconter le pourquoi du comment, c'est très technique, mais en gros, faut savoir qu'il y a une pompe qu'on appelle H+K+, AT passe dans la paroisse stomacale. Alors c'est horrible à dire, mais en fait, elle est responsable de l'acidité gastrique. Et en fait, quand vous stimulez cette pompe, comme le fait la caféine, vous augmentez donc du coup l'acidité gastrique. Bon, c'est bien plus technique que ça, mais concrètement, on va éviter de s'embourber dans les détails. Concernant le stress et le sommeil, c'est pas cool non plus de boire énormément de café. Alors il faut comprendre que la caféine augmente les taux d'adrénaline et de cortisol, donc vous imaginez bien, c'est assez délétère pour le sommeil. Et des études ont montré que la consommation de caféine le matin peut influencer le sommeil de la nuit, et pour ça ils ont administré une dose de 200 mg, je rappelle que 400 mg étant la limite, à 7h10 du matin. Aux participants, bon il n'y en avait que 9, on se rend compte que les taux salivaires de caféine étaient divisés par 6 entre 7h10 et 23h, mais ce n'était pas égal à 0. Il restait encore des particules de caféine dans la salive, et quand on les a suivis avec un électroencéphalogramme pour voir un petit peu ce qui se passait, nous avons remarqué que la durée du sommeil était différente. En quoi 10 minutes de plus pour le temps de sommeil pour s'endormir et le rendement était diminué de 2,5%. Moins de sommeil profond, c'est un sommeil qui est quand même beaucoup moins récupérateur. Et ça peut créer du coup un cercle vicieux avec des somnolences diurnes et toutes les problématiques de sommeil. Évitez donc la caféine après 16 heures car le demi-vie de la caféine peut rester à environ 8 heures quand même dans le corps, donc faites attention. Ça c'est une question qu'on reçoit souvent. Certains coachs vont vous dire que ça crée des cracks. J'ai pas spécialement trouvé des études confirmant le crack énergétique de boire du café ou de mettre une distance entre l'éveil et la prise de la boisson. On sait que oui, le café va augmenter le cortisol. Potentiellement, si vous êtes stressé, ça peut être problématique, mais dans le cas d'un environnement, en tout cas dans un terrain sain, vous vivez votre vie normalement, je vois pas en quoi ça serait un problème, dans le sens où si par exemple vous vous exposez à la lumière bleue, vous allez augmenter votre cortisol, si vous faites du sport le matin, vous allez aussi augmenter votre cortisol, et certainement bien plus que si vous preniez une tasse de café, et j'ai pas l'impression que les deux sont contre-indiqués en ce qui concerne la santé, donc s'il n'y a pas de contre-indication, je ne vois pas pourquoi le café serait contre-indiqué. Vous pouvez prendre du café le matin,
Peut-être attention si vous avez des acidités gastriques, parce que si vous prenez uniquement du café le matin, ben, vous pourriez avoir des reflux et ça pourrait malheureusement aggraver les reflux gastriques. C'est évidemment un titre informatif et ceci est à voir donc avec les médecins, votre médecin traitant, mais attention parce que le café, notamment les excitants, peuvent avoir une interaction sur les médicaments, comme par exemple l'énoxacine, péfloxacine, norfloxacine aussi, ou ciprofloxacine, où on voit des diminutions du métabolisme pour le premier à plus de 80%, 47% pour le deuxième, et de l'ordre de 35% du métabolisme pour les derniers. Ça veut dire que les effets de la caféine seront donc prolongés, ce qui peut résulter donc du coup en des palpitations, une excitation, des tremblements, des sueurs et dans certains cas, bon là on est vraiment sur des choses assez hallucinantes, sur des hallucinations. Attention au rajout de lait dans le café quand vous êtes sous fluoroquinolone, car le calcium du lait peut rendre les antibiotiques moins efficaces, voire inefficaces. C'est d'ailleurs la même chose pour les boissons énergisantes et les antidépresseurs et les antiépileptiques. Donc je peux que vous recommander quand même d'aller voir un médecin et de voir avec lui ce qu'il faut faire. Bon, conclusion, le café c'est génial, c'est plutôt positif, mais à condition juste de ne pas en abuser. Et en fait, tout est une question d'équilibre et je pense que le café, c'est pas la seule substance ou le seul aliment où on parle de ça. La vie est une question d'équilibre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner bien sûr pour être au courant des nouvelles vidéos. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez les coachings sur devientunmachine.fr, vous avez mon livre sur Amazon et bien sûr vous avez accès à mes formations sur le site. Et si ça vous fait plaisir, eh ben, on peut se retrouver ensemble pour un coaching. Ceux qui veulent évidemment suivre les autres vidéos, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!